Eh bien, bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Est-ce que vous passez une bonne journée? Qui était déjà là hier? OK. Qui a eu super chaud déjà hier? Qui n'est pas habitué? Nous, on est tourangeaux, donc voilà, on découvre un peu le soleil. J'aimerais juste prendre un petit peu de temps parce que là, on a 50 minutes, donc je vais en profiter pour remercier toute l'équipe d'Orga. Donc, tu as l'honneur de tout recevoir, tout l'amour, voilà, qu'on a pour les orgas. Merci beaucoup à l'équipe parce que vous faites un super boulot. Un grand merci aux sponsors, forcément, sans qui tout ça n'aurait pas lieu. Allez bien les voir pendant les pauses, c'est important. Et puis, voilà, profitez de votre journée pour aller discuter avec eux. Mr. Whip et Miss VSM in Factoryton. De quoi on va parler aujourd'hui? Est-ce que ça parle l'optimisation de process en entreprise à certaines personnes? Un tout petit peu. En fait, vous en faites dans la vie de tous les jours. Hein. On est développeur, donc on est né pour optimiser ce qu'on est en train de faire. Moi, en plus, j'ai un petit côté feignant, donc plus je répète des choses et moins j'ai envie de les répéter, donc j'essaye toujours de trouver une façon d'optimiser les choses. Donc, on va voir qu'en fait, c'est assez naturel. Pour commencer, avant ça, je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire de Charlie Whip, qui est fermier, qui habite à Factoryton. Alors, Factoryton, c'est une petite bourgade qui n'existe pas vraiment, mais qui se situe juste ici. Je vous montrerai pendant la démo tout à l'heure. C'est assez sympathique. Donc, vous avez un imprimé écran. Et Factoryton, au tout début du jeu, qui est disponible sous Steam et qui n'est pas très cher, vous en ferez ce que vous voulez, et bien c'est ça. C'est un endroit où les gens peuvent vivre et stocker du matériel. C'est, allez, un petit carré de route, pas beaucoup. Donc là, on a une première route en terre. Et vous allez voir qu'en plus, en fonction de la matière, les routes vont nous permettre d'aller plus vite ou moins vite. Voilà, c'est assez sympathique comme optimisation. Et puis, on a quelques ressources autour. Donc là, on a des ressources type bois en bas à gauche, on a des pierres. Là-haut, on peut entreapercevoir un petit peu de coton. Mais ce qui va vraiment intéresser notre fermier, Charlie Whip, c'est le blé que vous avez en bas à gauche, à votre droite, pardon. Au début, il n'y a que 4 habitants. Donc, pour nourrir ces 4 habitants, Charlie, ça va. Tout seul, il arrive à faire face. Et comment il s'y prend? Eh bien, manuellement. Et puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a pas encore de route jusqu'au champ de blé. Donc, ça va être manuellement, à pied et assez lentement. Le temps passe. On voit qu'il y a des petites maisons qui se construisent. Alors, c'est vous, dans le jeu, qui construisez les maisons. On construit un petit peu plus de route pour accélérer un petit peu la marche. Et puis, ça attire du monde parce qu'on commence à monter un petit peu en confort. Donc là, on a augmenté le nombre d'habitants. Tout le monde est content. Le temps passe encore. Et puis là, on doit faire face à un petit peu plus de monde. Donc Charlie commence à être un petit peu fatigué de ramener le blé à la main jusqu'à chaque maison, faire du porte-à-porte. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va proposer de construire, et c'est ce qu'on voit ici, un petit marché. Comme ça, lui, il dépose tout au marché et les gens viennent chercher le blé eux-mêmes au marché. Et puis ça augmente encore, ça augmente encore. De quoi on vient de parler là? On vient de parler d'adaptation naturelle de l'offre à la demande. C'est un truc qui arrive tous les jours dans nos vies et auquel on fait face naturellement. Et pour ça, comme on a fait, on a modifié nos process. On les a améliorés, on les a un petit peu, alors pas encore là, pas automatisés, mais on a construit un peu plus d'infrastructures, on a mis un petit peu plus de moyens en face. En tout à coup, parce qu'il y a toujours un tout à coup dans une histoire, le nombre d'habitants explose. On construit des écoles, on construit des maisons forestières, on construit des ateliers, il y a plein de choses, vous verrez, c'est assez génial. Et là, qu'est-ce qu'on remarque côté Charlie? Eh bien, qu'il a construit une ferme carrément qui lui permet de faire face à cette augmentation de la population. Par contre, comme tout changement de process, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, c'est un petit peu plus compliqué, ça modifie aussi certaines habitudes, on n'aime pas ça, changer nos habitudes. Et pourtant, ça va lui changer la vie. La seule condition, le seul prérequis pour faire fonctionner cette ferme, c'est qu'il construise tout à côté un petit puits d'eau qui va venir alimenter la ferme en eau, qui va lui permettre de faire pousser beaucoup plus de blé pour répondre à la demande qui est toujours plus grande. Mais sauf que ça modifie aussi carrément son métier. Il ne travaille plus dans la ferme, c'était son expertise à la base, rappelez-vous.
lui, il va être chargé de demander à quelqu'un de faire son boulot à sa place pour que lui, il puisse aller chercher de l'eau au puits et le ramener à la ferme. Toujours manuellement, toujours à pied. Attention aux arrêts de travail si vous portez trop de seaux d'eau toute la journée. Donc, il y a un petit risque là. Et il y a un truc aussi qui vient d'apparaître qu'on n'avait pas tout à l'heure, c'est les petites bulles. Vous verrez tout à l'heure dans le jeu, dans la démo. Les petites bulles, il y a 2 significations. La première, quand il y a une flèche rouge qui va vers le bas, ça veut dire que la personne est en attente de place dans l'endroit où elle est pour pouvoir déposer quelque chose. Là, en l'occurrence, Charlie, il attend de pouvoir déposer l'eau dans la ferme parce qu'il a déjà apporté plein de choses. Et la personne qui est dans la ferme, elle ne va pas assez vite pour produire le blé et pour donc faire de la place à l'eau. Deuxième cas, la petite flèche bleue qui monte en haut. Ça, c'est l'inverse, c'est j'attends quelque chose à retirer de là où je suis. Donc ça veut dire que potentiellement, les gens qui sont à l'intérieur ne produisent pas suffisamment vite pour que moi, travailleur, je puisse faire mon travail. Donc là, on voit qu'il y a un souci, que c'est plus aussi fluide qu'avant. Et si en fait, on avait merdé, qu'il ne fallait pas changer les process? Alors non, ce n'est pas la morale de l'histoire, mais peut-être qu'il faut les modifier différemment et en prenant le temps d'examiner un petit peu l'environnement et les choses. OK? Donc attention, quand on modifie les choses, il faut prendre le temps de les observer. Donc Charlie, il va dire très naturellement, stop, on ne bouge plus, on prend le temps d'analyser. Et ça, dans vos entreprises, c'est plutôt bienvenu de s'arrêter de travailler, de faire des pauses, d'arrêter de produire et de réfléchir. Bon, je ne dis pas que c'est tout rose non plus, il faut négocier les choses. Mais lui, il va y arriver, il va vraiment faire une pause et il va demander de l'aide. Attention, instant véridique et historique, à la première cartographe de l'histoire, qui est Lynn VSM. Alors, ce n'est pas un nom facile à porter. La Value Stream Mapping, ça parle à des gens? Un petit peu? On verra, on aura le temps de voir exactement ce que c'est. Et en fait, Lynn va effectivement créer le premier Value Stream Mapping de l'histoire en faisant une photographie du process en cours. Tadam! Vous avez sous les yeux la première VSM de l'histoire. Bon. Pour les puristes qui ont déjà fait des VSM, il y a des petits biais, il faut que ça tienne sur une slide, il faut que ce soit ludique et coloré. Donc, il y a clairement des choses qui manquent. Ça, il n'y a pas de souci. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la VSM sert dès le départ de votre process. Donc, généralement, c'est quand votre demandeur vous dicte un besoin, jusqu'à la fourniture de ce besoin-là. C'est par quelles étapes ce produit ou ce service passe. Là, en l'occurrence, on va s'intéresser au blé que fournit Monsieur VIP. Et on va voir toutes les étapes par lesquelles il passe. Alors, c'est un process un peu simple pour le moment. C'est vraiment pour bien comprendre les différentes étapes. D'abord, les demandeurs vont dire à Charlie, voilà, je veux cette quantité de blé-là. On arrive au marché, on fait la demande du blé. Il y en a, s'il y en a, il l'achète. S'il n'y en a pas, ça part en commande côté ferme. Le prérequis pour que la ferme puisse fonctionner, c'est quoi? L'alimenter en eau. Donc, Charlie va alimenter la ferme en eau. Puis, ça passe côté récolte. Et enfin, ça revient au marché qui, lui, va le fournir au demandeur. Super simple. Ça devrait rouler super bien. Donc, pour vérifier que ça roule super bien, déjà, vous avez remarqué on indique le qui fait quoi et où. Ça, c'est très important parce qu'il va y avoir peut-être aussi une notion de stockage et de transport. Et ça va nous intéresser. Et puis, en bas, vous avez deux lignes temporelles. Et sur ces lignes temporelles, on va distinguer deux choses. Le temps que le produit passe dans le process à avoir de la valeur ajoutée. Et c'est quoi la valeur ajoutée? C'est tout ce qui va le rendre intéressant et utilisable pour notre demandeur final. Versus, en haut, le temps de non-valeur ajoutée. Et ça, c'est quoi? C'est rarement quand vous tournez les pouces, quand vous êtes en train de fabriquer quelque chose. C'est quand le produit, il attend. Une attente, c'est quoi? Ça peut être du stockage quelque part. Ça peut être, nous, dans nos process de développeurs, une attente d'information. Quand vous avez un prérequis qui est « tant que je n'ai pas cette information-là, je ne peux pas passer à la suite », forcément, vous vous retrouvez bloqué. Ça peut être aussi un manque de connaissances. Et ça peut être du transport.
Parce que le transport, ça n'apporte rien au produit, voire même, ça peut un peu l'abîmer. Donc, tout ça, on va le mettre en haut. Et on va faire une comparaison. Le temps total, et je crois que je me suis encore trompée dans mes calculs, mais le temps total, faites-moi confiance, je l'ai calculé pour avoir travaillé X fois sur FactoryTan, il est de 24 secondes. Ça, c'est le temps que met le blé à parcourir tout ce process. Mais au final, quand on zoome, il ne passe que 9 secondes à avoir vraiment de la valeur ajoutée. Encore une fois, ça ne veut pas dire que Charlie et son équipe ne font rien pendant 15 secondes. C'est juste qu'ils sont occupés à faire autre chose ou à récupérer autre chose, informations, fournitures, etc. Donc, on va se dire qu'on va vouloir optimiser ça. Et c'est peut-être pour ça que Charlie, à son étape, j'amène de l'eau à ma ferme. C'est peut-être pour ça que ça coince et qu'il n'arrive pas à travailler de manière fluide. Donc, une fois qu'on a tout cartographié, une fois qu'on connaît bien son processus, une fois qu'on s'en est bien imprégné, on s'arrête là? Non. On zoome sur ce qui met des petits cailloux dans la chaussure. Et on va zoomer sur ce qui, pour nous, prend énormément de temps et qui n'est pas normal et qui est donc à optimiser. Première chose, petit zoom sur ces fameuses 2 fois 4 secondes. Comment ça se fait que cette étape-là, en 1 seconde, en gros, on pourrait la réaliser? Parce que dans l'histoire que je vous ai racontée tout à l'heure, celui qui prend la commande du marché et celui qui livre la commande une fois fournie aux acheteurs, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il fait tout ça à pied. Puis la route, elle est encore en terre, elle n'est pas encore en pierre. Route ultime dans le jeu. Donc forcément, ça lui prend du temps. Et puis, bon, c'est un peu rébarbatif, donc il ne met pas forcément du sien, c'est pas forcément intéressant comme truc. Donc on va peut-être se poser la question là de comment optimiser ça. Une proposition, parce qu'il peut y en avoir plusieurs, mais la proposition de Lynn et de Charlie, c'est... c'est pas tout de suite. Pardon, un peu de suspense. Donc on fait d'abord le zoom de toutes les étapes qui ne vont pas. La deuxième étape qui ne va pas, c'est effectivement là, Charlie, qui s'est transformé en apporteur d'eau au lieu d'être fermier. Et lui, c'est pareil, je vous ai dit qu'il se cassait le dos avec les seaux et qu'il faisait ça encore une fois à pied. Autre chose qui ne fonctionne pas, c'est au niveau de la ferme. La collègue qui a recruté Charlie, elle passe 10 secondes à essayer de s'organiser, à essayer de ranger, à essayer de récolter le blé dans les meilleures conditions, là où ça pourrait lui prendre idéalement 5 secondes. Donc, il y a aussi quelque chose à zoomer et à voir s'il n'y a pas quelque chose à optimiser. Là, en l'occurrence, on va parler de SPOF. Je ne sais pas si ça vous parle, les Single Point of Failure. C'est quand il y a un goulot d'étranglement et qu'en gros, si une personne est experte dans un domaine et qu'elle part en vacances, vous vous débrouillez sans elle. Et si vous n'avez pas la connaissance, ça met à mal tous les process concernés par l'entreprise. Une fois que vous avez fait la liste de tout ce qui ne va pas, ah oui, il y a ça aussi qui est compliqué, c'est l'accumulation de tout ce qui ne va pas. Vous allez imaginer avec l'équipe, ne faites pas ça tout seul, c'est un de mes messages aussi aujourd'hui, le VSM se fait avec l'équipe. Vous allez proposer des actions d'amélioration. Une action d'amélioration possible dans le jeu, c'est d'automatiser les choses. Et tout ce qui se passe manuellement ou à pied, vous pouvez le remplacer par un tapis roulant. Et pareil, il y en a de plein de sortes, c'est assez génial. Deuxième façon de voir les choses, c'est que Charlie, lui, il s'ennuyait, il se faisait mal. Franchement, il allait arrêter de travailler d'ici quelques mois. On va le remettre sur son expertise première. Ça sert à ça aussi d'étudier le VSM, c'est de rendre les travailleurs heureux. Il va rejoindre sa petite collègue et il va automatiser là aussi l'apport en eau à la ferme, ce qui va faire gagner forcément un petit peu de temps. On passe d'un process lead time initial de 24 secondes à 14. Il y a encore une différence. Ce ne sera jamais idéal et surtout, les process bougent dans le temps. L'idée derrière, c'est qu'il ne faut pas chercher absolument à effacer tous les petits cailloux dans la chaussure, mais juste d'optimiser les choses et de rendre votre contexte de travail agréable. OK? Et puis en plus, je ne sais pas si vous avez vu, comme on a gagné du temps, on peut même se permettre de produire encore plus de choses à destination de ce qu'on appelle un moule à nourriture dans FactoryTan et qui va nous permettre de moudre ce blé
en farine et de satisfaire encore plus notre demandeur initial. Donc, si on veut résumer ce qu'on vient de faire, on s'est posé pour optimiser les choses. Ça, c'est un petit peu le résultat qu'on peut avoir avec les tapis roulants. Et non seulement on a rendu les consommateurs plus heureux parce qu'ils avaient leurs marchandises plus vite et de meilleure qualité, mais en plus aussi, on a rendu les travailleurs plus heureux parce qu'on a optimisé leur façon de faire. Voilà, c'était une jolie histoire. Mais le dimanche midi, alors, juste une petite précision parce qu'il y a un gros biais dans le jeu. Beaucoup de gens, quand on parle de work in progress, parce que finalement, c'est ce qu'il a inventé, Charlie, le work in progress, c'est le nom qu'il a donné à ça, c'est qu'on s'est aperçu que quand on était plusieurs sur une même étape, bah, on allait quelques fois plus vite, c'est pas dit, hein. Il faut vraiment l'expérimenter avant de tirer cette conclusion, mais la plupart du temps, on va plus vite, voire même on peut faire mieux. Qui fait du peer programming, par exemple? Est-ce que vous n'allez pas, in fine, peut-être pas au départ, mais in fine un peu plus vite et de meilleure qualité? Donc là, ils font du peer farming. On va déposer ça dans le Robert. Et donc, il s'est dit, là, il y a un truc, on tient un truc, il faut absolument qu'on essaye de le mettre en place et de convaincre les gens autour de nous de faire pareil. C'est notre nombre de tâches à faire prises en charge par l'équipe à un moment donné. Et ça peut évoluer. Sauf que dans le jeu, il y a un biais et je ne veux pas que vous tombiez dedans parce que c'est absolument pas mon message. C'est qu'on va parler, alors c'est où? C'est là. On va parler de nombre de travailleurs. La work in progress, c'est absolument pas un nombre de personnes. C'est un nombre de tâches. Pourquoi j'insiste? Parce que si vous le comprenez comme un nombre de tâches par personne, le problème, c'est que vous cassez tout le principe d'entraide. Toutes les personnes vont se refocuser sur leur expertise et ils ne vont pas aider les étapes du process. Ils vont se concentrer sur leur expertise à eux. Donc, il faut bien le comprendre en tâches en parallèle. On y arrivera? OK. Et on fera le parallèle avec nos Kanban d'équipe plus tard. Donc, tout allait bien. Tout tournait bien. Charlie ne cherchait pas forcément à grossir, ça fonctionnait et tout le monde était content. Pourquoi scaler? Bref, c'était sans compter sur son beau-frère, Bobby, qui était initialement fournisseur de fer dans Factoryton et qui a vu dans l'émergence de beaucoup de monde dans Factoryton l'occasion de faire un petit peu d'argent. J'ai appelé Bobby Scale, j'ai pas appelé Bobby Safe. OK? Et donc, qu'est-ce qu'il fait, lui, maintenant? Donc, avant, il faisait juste de l'extraction de fer, qui était la mine tout en haut. Maintenant, il doit extraire le fer et le bois pour donner des clous et des lingots de fer. Le bois, il faut qu'il le transforme en planches, qui, avec les clous et les lingots de fer, donne des planches renforcées, qui, encore avec des lingots de fer, donne des pioches. Et tout ça pourquoi? Pour faire des chemins de fer. Est-ce que vous voyez déjà les différentes étapes un peu plus complexes que ce qu'avait Charlie dans sa ferme? Ouais. Pourtant, ça paraît simple, c'est joli avec des dessins. Sauf que, drame, quand il est passé de l'extraction de fer à ça, il a tout bloqué dans son processus. Là, ce que vous voyez, et pourtant, c'est des petites... Oh, décidément, c'est des petites charrettes, mais vous voyez qu'elles sont en attente. Tout est bloqué, il n'y a plus rien qui sort de l'usine. Pourquoi? Parce que quand il a grossi, quand il a voulu optimiser son process, il ne s'est pas forcément attardé sur l'existant et de comment il pouvait l'améliorer avec son équipe. Donc, il demande à Charlie, « Hey, toi qui as réussi à optimiser ton process dans la ferme, viens et aide-moi. » Ok, donc Charlie se ramène. Et à qui il demande de l'aide, Charlie? Il demande à Lynn de venir pour faire une photo. Ne vous engagez pas dans l'optimisation de process sans comprendre votre process. Charlie, il est fermier. Il ne va pas venir avec son sac à outils en disant c'est comme ça que tu vas faire, toi, dans ta mine d'extraction de fer. C'est pas possible. L'optimisation de process, c'est en fonction de votre process. Donc, il faut d'abord le comprendre. Donc, on fait une photo. Et là, bon, là aussi, il fallait que ça tienne sur un slide. C'est quoi votre impression déjà par rapport à ça? Par rapport au process de tout à l'heure? C'est un peu plus compliqué. Il y en a partout. J'aime bien le geste du monsieur là-bas.
Ça revient en arrière. Ouais, ouais. Bon, on va analyser. Qu'est-ce qui pourrait ne pas fonctionner? Alors, à l'image de tout à l'heure, on a un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'on a des dépendances externes qui sont tantôt à pied, tantôt au charrue, mais ça prend quand même beaucoup de temps. Bon, mais on a vu aussi que c'était un petit peu loin de l'endroit où on voulait ramener tout ce qu'on produisait. Donc, OK, on va peut-être réfléchir à ça. Là, il y a 2 choses qui sont produites par des étapes. Tout à l'heure, il n'y avait que le blé, c'était facile. Là, il y a 2 produits. On va peut-être se poser la question de savoir si, à l'image de ce que vous faites peut-être tous les jours, quand vous avez d'un côté des bugs et d'autre, des nouvelles features à développer, qu'est-ce que vous privilégiez et pourquoi? Donc peut-être qu'il y a un truc ici à se poser la question. Là aussi, les fameuses 10 secondes, on remarque qu'on a une forte dépendance externe. On a besoin de beaucoup de bois. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la salle tout à l'heure. Il faut du bois, il faut des planches. Et on n'a qu'un seul fournisseur qui fournit tout ça sur toute la ligne. Il y a peut-être un truc à dérisquer aussi. Et puis, enfin, la répartition, non pas du nombre de travailleurs, mais du nombre de tâches en cours. Est-ce que finalement, elle est bien optimisée ou pas? Et sur quelle base on a décidé ça? Et ça va être super important. Donc, allons-y. On essaye? Et je vais demander votre aide, du coup, parce que je vais avoir besoin de votre avis. Là, c'est le moment où on essaye. Ouais, ça marche toujours? J'ai l'impression d'être professionnelle. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, petit moment de claquette. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un exercice qu'il ne faut absolument pas faire tout seul parce qu'on est toujours d'accord avec notre propre avis. On ne s'ouvre pas forcément aux avis externes. Faites ça avec toutes les parties prenantes. On va commencer par un truc, si vous voulez bien. C'est ultra détendant. Jouer à ça en rentrant de chez vous, c'est juste... voilà. Bon, je ne vais pas vous enivrer avec. Donc, Factoryton, c'est ça. Je n'ai absolument pas... De quoi? Oui, pardon, excusez-moi. Donc voilà, on est clairement dans le contexte où tout là-haut, vous avez c'est figé. Hein. Normalement, ça bouge les tapis roulants. Là, vous voyez que tout est bloqué. Donc, on est vraiment dans une situation où il n'y a plus rien qui sort de l'usine. Et c'est pas parce que les gens sont mis en grève, c'est parce que il y a des choses qui vont pas. Donc, juste pour récapituler, là, on a la mine d'extraction. Donc, quand vous cliquez là-dessus, c'est là que vous voyez le nombre de tâches en cours. Ici, on a donc la forge qui fait 2 produits. On l'a vu tout à l'heure. Elle fait à la fois c'est ce que vous voyez là, des lingots de fer et des clous. Ici, on a la fameuse maison forestière qui fournit tout le bois pour tout le process. Ici, vous avez la scierie. Et enfin, les ateliers qui, pareil, fournissent 2 produits différents, les pioches et les planches renforcées. Donc, on va essayer ensemble d'optimiser ça. Déjà, qu'est-ce que vous remarquez? Il y a une petite tête qui s'affiche en jaune. C'est pas le chemin plus direct. Peut-être qu'on est un petit peu plus loin. Ouais. Alors, spoiler alerte. Et ça, c'est un truc qui est valable avec tout ce que vous faites dans la vie, que ce soit dans le monde associatif, dans le monde, dans l'entreprise, peu importe, dans la famille. C'est on se parle mieux quand on est proche. Donc, en fait, là, le problème, c'est qu'on est beaucoup trop loin de nos utilisateurs finaux, de nos consommateurs finaux. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est que l'atelier, on va aller chercher un atelier, on va le construire proche de nos utilisateurs. Ça vous parle, la boucle de feedback? Ça parle à certains? Là, on va savoir très rapidement si c'est proche, si ça va coincer ou pas. Là où le temps que les petits chariots fassent leur petit transport, on va mettre beaucoup plus de temps à savoir si ça bloque ou pas. Donc déjà, on va le mettre proche. Je ne vous ai pas montré la vision 3D de tout ça? Attendez, vous manquez quelque chose. Voilà Factoryton. Je vous présente. Donc là, il y a peut-être 400 heures de jeu, de travail. Toujours parler de travail. Tout à l'heure, on a aussi dit quoi? On a dit qu'on produisait 2 produits par étape. Et je vous ai mis une petite graine dans la tête. Qu'est-ce que vous faites quand vous devez gérer à la fois des bugs et des nouvelles fonctionnalités dans votre équipe?
On se disperse. Et c'est quoi la priorité? Alors, il y en a qui me disent, non, c'est pas les bugs, la priorité. Oh, c'est chouette chez toi. En réalité, effectivement, on va privilégier ce qui bloque. Et qu'est-ce qui bloque plus? C'est souvent un bug. Il y a des façons de contourner les process, il y a de contourner le problème avec de nouveaux process. Pardon, oh la vache. Il faut tout refaire. Il y a des façons de contourner le problème en mettant en place des choses. Ça peut être des équipes dédiées, ça peut être une personne. Alors, moi, j'aime pas trop le principe d'équipe dédiée. Vous connaissez les équipes TMA, MCO, tout ça? Les gens qui sont là pour corriger les bugs que les autres ont fait? J'adore. Non. Mais il peut y avoir plusieurs façons de faire. Moi, j'ai connu plein de trucs. Ça peut être une personne dédiée 2-3 jours sur une semaine qui revient. Ça peut être la personne qui fait la fonctionnalité, qui récupère les bugs de sa fonctionnalité parce que ça va super vite de débugger. Bref, ce que je veux vous faire passer comme message, c'est qu'on est terriblement bon quand on est focus sur un truc. Quand vous jouez à un jeu vidéo, il y a des parents dans la salle? Bon. Et que vous avez soit des enfants, soit des frères et sœurs qui vous passent devant, qui vous posent des questions. Vous n'êtes pas attentif. Et ça donne des jeux de Diablo 4 complètement ratés. Donc, rester focus, ça évite justement de se disperser. Et enfin, c'est prouvé, vous avez un temps de switch sur les tâches qui est assez conséquent quand vous devez tout de suite passer sur un bug et réfléchir à comment laisser quand même en un état, je l'appelle l'état frigo, c'est-à-dire un truc qui ne va pas trop changer quand vous allez revenir sur la fonctionnalité sur laquelle vous étiez. Donc, ce n'est pas anodin. Et du coup, ça fait aussi beaucoup de régression. C'est normal, on est humain, on n'est pas parfait. Donc, c'est des choses qui sont un peu compliquées à gérer. Là où quand vous êtes vraiment focus sur ce que vous faites, je ne sais pas si ça vous est arrivé, de bloquer 2 heures de temps dans votre calendrier en disant « pendant 2 heures, je fais ça ». Qu'est-ce que vous êtes content quand vous êtes enfin dans le truc et qu'au bout de 2 heures, justement, vous avez terriblement bien avancé. Ça ne m'est pas arrivé depuis longtemps. Bref, la moralité de l'histoire, c'est que Charlie vous propose de ne produire qu'un seul produit par équipe. L'équipe, on va l'appeler l'équipe de l'atelier. On ne va faire et on va aller chercher, que des planches renforcées. Est-ce que c'est OK pour vous? Et puis, du coup, il va nous manquer quand même l'autre produit. Donc, il faut qu'on fasse une autre équipe, un autre atelier pour les pioches. Donc là, c'est pareil, on va aller chercher un petit atelier. On va le placer à côté parce qu'en plus, on verra qu'il y a une petite dépendance. Et par contre, lui, on va lui dire, toi, tu vas faire des pioches. Et vous voyez, il est sympa, à chaque fois, il vous rappelle quoi il faut construire le produit en question. J'adore ce jeu. OK. Et justement, pour fabriquer tout ça, on s'est dit qu'il fallait des produits intermédiaires. Donc, on va aller chercher et on va les fabriquer avec des forges. Les forges servent à base de bois et de planches, je vous le rappelle, à faire des lingots de fer, mais aussi des clous. Donc là, c'est pareil, c'est 2 produits. Je vous propose qu'on essaye la même chose. OK? Donc, dans l'une, on va faire des clous et de l'autre, je vais peut-être, oui, si c'est dans le bon sens, et dans l'autre, des lingots de fer. OK? Non. Alors, en fait, vous allez voir, c'est parce que j'ai besoin d'accéder à la mine qui est tout en haut. Mais oui, on peut les mettre n'importe où, enfin, peu importe. J'aime bien quand même dire qu'il faut rapprocher les équipes et il faut qu'elles soient autonomes, donc il faut tout concentrer à côté. Voilà, c'est tout. Mais amusez-vous, franchement. Et puis du coup, pour construire tout ça, il nous faut effectivement une mine et c'est là que je suis obligée de le mettre à côté du minerai de fer, sinon je ne pourrais pas l'exploiter dans le jeu. Donc, je la positionne ici. Et j'avais besoin de bois. Alors, le bois, la particularité, vous vous rappelez, c'est qu'on était en dépendance externe d'un fournisseur, d'un prestataire, et on n'en avait qu'un seul. Et ça, dans le monde du dev, quand vous avez qu'un seul fournisseur, généralement, ça doit faire tilt tout de suite. C'est « Ouh là là, est-ce que je mets tous mes œufs dans le même panier ou est-ce que j'essaye pas de les risquer ?» Ou même si vous n'avez pas de fournisseur, ça peut être « Ouh là là, je dépends d'un expert réseau qui part en vacances 2 mois et je n'ai aucun autre interlocuteur qui va pouvoir venir m'aider sur mon dev. »
Et pareil, c'est peut-être se dire, il y a peut-être des informations à passer aux uns aux autres pour être autonome sur le truc. Donc, ce que Charlie vous propose, c'est du coup d'avoir plusieurs maisons forestières. Et là, oh là là, c'est bien fait. On a plusieurs forêts tout autour. Donc, on va pouvoir se faire plaisir et construire des maisons forestières un petit peu. Donc, vous voyez que dans le jeu, quand vous voulez utiliser des matières premières, ça se met en bleuté pour savoir à côté de quoi il faut placer les choses. Donc, c'est assez facile et c'est assez intuitif. De toute façon, si j'y suis arrivée, vous y arriverez. Voilà. Juste, il me semble que j'ai inversé. Alors, ça, c'est ma tambouille interne. N'y prêtez pas attention. Voilà, ce sera plus simple. Une fois qu'on a fait ça, il manque juste un petit truc pour transformer du bois en planche. Je vérifie que c'est bien celle-ci qui en nécessite, oui. Mais non, mais j'étais bien en fait initialement. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est juste qu'il va me falloir une étape de scierie pour transformer le bois en planche. Donc, je vous rajoute juste une petite scierie. Voilà, comme ça, vous saurez dès votre première utilisation comment faire tout ça. Et on demande des petites planches. OK. Là, on a parlé infra, on a parlé des équipes, on a parlé organisation. Les maisons forestières, j'y reviens juste vite fait. Si vous avez des dépendances externes, essayez un maximum, pareil, de rapprocher tout ce qui est contrat de prestation. C'est un peu compliqué de dire qu'on avance tous ensemble dans le même bateau vers le même objectif. Essayez vraiment de créer une relation partenaire plus que client-fournisseur. Voilà, ça va être mon petit message. Et ensuite, on a parlé d'automatisation, parce que c'est bien beau, mais pour l'instant, j'ai rien qui transite entre les bâtiments. Et bien, c'est là qu'on va s'amuser. On va créer des petits chemins. Et là, voilà, vous en avez 50 milliards. Alors ça, par contre, pour les débloquer, il faut quelques heures de jeu. Mais bon, on va prendre un des plus simples. Donc, on s'est dit que pour amener le fer aux forges, et vous allez voir normalement, voilà, ça commence à ouvrir les vannes. Donc là, vous voyez la différence d'à côté. Là, ça tourne. Là, c'est fluide. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un petit chemin secondaire pour quand même alimenter les forges. Idéalement, si vous aviez 2 extractions de minerais possibles, ce serait idéal parce que pareil, vous aurez 2 chemins. Vous ne serez pas, bloqué par un SPOF. Là, alors ça, c'est le petit détail qui tue, c'est qu'il faut que ça puisse aller dans les deux. Voilà. Ensuite, on va aller venir alimenter en bois. Donc, je vais faire assez simple pour le moment. Je vais d'abord alimenter cette forge-là. Et ensuite, je ne sais pas pourquoi ça ne sort pas. On va aller voir pourquoi. Et puis ici, pareil, on va aller venir alimenter les différentes étapes et voir ce qui se passe. Alors, dans l'observation, tout à l'heure, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit 32 secondes, je crois, de process lead time. Bon, ça à peu près. Si je fais un changement dans mon process, sachant que mon process lead time est de 32 secondes, combien de temps je dois attendre pour voir si une action est positive ou pas? Si elle est bénéfique. C'est une règle de calcul savante. Au moins 32 secondes. Pourquoi je ne pose, c'est pas anodin la question, c'est que dans beaucoup d'équipes dans lesquelles j'interviens, on se dit on a une idée géniale pour optimiser les process, il faut absolument qu'on essaye ça. Sauf que, imaginons que le process lead time de l'équipe, en l'occurrence, c'est, je ne sais pas moi, une itération de 2 semaines. Oui, allez, on va pas faire une jolie histoire. Une itération de 4 semaines. Si l'équipe met en place une nouveauté et qu'elle n'attend même pas un sprint pour voir si son process lead time du sprint est mieux ou pas, ça ne sert à rien. Il faut se laisser le temps de voir les impacts de vos modifications. Pareil, combien de modifications vous testez en même temps pour voir si ça a un impact? Ouais. Et ça, c'est le plus compliqué quand vous débordez d'idées, quand l'équipe est plutôt dans l'élan, dans les propositions. C'est de bien faire attention de ne tester qu'une seule chose à la fois.
Sinon, vous n'allez pas pouvoir avoir le véritable impact et vous n'allez pas pouvoir mesurer les choses. Or, mesurer, c'est ce qui va vous faire vraiment voir comment dire, le gain de temps ou le gain de fluidité. Donc là, normalement, j'ai tout ouvert. Est-ce qu'on voit des choses passer? Non, parce que ici, il manque un truc. Non, on est bon pourtant. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Si c'est bon, ça sort. Est-ce que ça a l'air satisfaisant comme process? Ouais, elle est un peu isolée, elle. Elle est un peu isolée, je vais la rapatrier là, sinon elle va croire qu'elle sert à rien. Donc, allez, on va la mettre. Hop là. Bon, c'est très brouillon, hein, c'est pas aussi joli que quand je développais sous DataStage. Ça y est, fallait que je le place. Qu'est-ce qu'on remarque? Ouais, il y a des trucs qui bougent pas. Et puis c'est lent, quoi. Non? C'est un peu lent. Donc juste pour récapituler déjà ce qu'on a fait pour arriver à ça, qui est pas waouh waouh. On a pris du temps pour comprendre notre process. On a essayé de proposer des améliorations. On les a posées et puis on a observé. Et puis pendant qu'on observait, on s'est dit peut-être qu'il y a autre chose à apporter. Et de quoi on a parlé tout à l'heure? Alors oui, elle nous a beaucoup aidé pour arriver à ça, mais on a aussi parlé de work in progress. Et les work in progress limites n'arrivent qu'à ce moment-là. Ça ne sert à rien d'essayer de les poser tant que vous ne comprenez pas votre process et tant que vous n'avez pas déjà essayé d'améliorer des choses structurantes. Eh bien, on va jouer avec? OK? Alors, qu'est-ce qu'un blocage? Un blocage, je l'ai dit, ça peut être une attente d'informations, de ressources. C'est ce que vous dites en daily, hein, normalement, pour ceux qui travaillent en équipe et en mode itératif. Le Kanban aussi permet de se croiser et de parler assez régulièrement de nos points de blocage. Donc, c'est ça, c'est je suis en attente de. Et bien là, clairement, je pense, vous me direz ce que vous en pensez, que entre l'extraction et la fourniture de la forge, c'est un peu moyen. Donc, ce que je vous propose, plutôt que de recruter à tour de bras, c'est que les gens qui, dans la chaîne, savent un petit peu comment extraire le minerai, et qu'on leur demande de nous aider sur l'étape d'extraction. On y va? Donc, comment ça se matérialise sous Factoryton? C'est ici. Je vais sur mon nombre de tâches en parallèle et je l'augmente pour observer ce qui se passe. Alors là, le réseau, j'ai l'impression qu'il lag un peu. Mais normalement, voilà, ça sort beaucoup plus rapidement. Et j'attends. J'attends de voir ce que ça fait. Je prends le temps de voir quel est l'impact sur l'ensemble de mon process. Je ne change pas 50 milliards de trucs. Après, ce qu'on va pouvoir se dire, c'est qu'il y a peut-être un petit point de blocage ici. Tac. Pourquoi ça ne sort pas? Mais oui, excusez-moi, j'ai oublié un lien. On répare ça tout de suite. On s'amuse en même temps. Il n'y a pas de raison. Tac, voilà. Non, on travaille. Donc là, là, ça recoince. Et c'est toujours pareil. On va venir, comme ce qu'on a fait avec la VSM tout à l'heure, rezoomer sur l'étape où ça coince. Est-ce que quand une étape coince, c'est forcément la faute de l'étape? Je pose la question parce que généralement, on fait un peu d'amalgame en disant si ça coince à l'étape du test, c'est la faute du testeur. Non, on regarde en amont et en aval parce qu'on peut coincer parce que les choses n'avancent pas assez vite derrière ou n'avancent pas assez vite avant. Donc là, par exemple, ça coince parce qu'effectivement, je pense qu'il n'y a pas assez de nombre de tâches en parallèle à cette étape-là. Donc, de la même façon que tout à l'heure, on va venir augmenter, c'est peut-être un petit peu beaucoup, 5. On va venir augmenter le nombre de tâches en parallèle. Et on attend. Et on observe. Et on regarde si effectivement, ça a un effet positif sur le process. Je pense que je l'ai assez répété, du coup, qu'il fallait attendre de voir les impacts. Bon, voilà. Donc, on fait un petit peu pareil, un petit peu à tous les niveaux où ça coince. On regarde aussi en amont, parce que regardez là, les maisons forestières, elles attendent elles aussi. Donc, peut-être qu'il n'y en a pas besoin d'autant. Peut-être qu'on va venir, désolée, madame la maison forestière, on va venir en supprimer
quelques-unes parce qu'il n'y a pas besoin d'autant. Ou peut-être qu'on va venir réguler la voilure à certaines étapes. Bref, vous avez compris le système. Qu'est-ce qu'on vient de se dire? On vient de se dire que par étape du différent process, on peut jouer avec les work in progress limits. C'est ce qu'on appelle les limites hautes. C'est-à-dire que c'est un maximum de tâches à faire qu'on va venir prendre en compte. Des limites hautes, ça veut dire qu'il y a des limites basses. Oui. La différence, c'est que la limite basse, c'est un appel de travail. Si par exemple, à une certaine étape, on fixe une limite basse, par exemple à 2, et que je n'ai un seul produit en cours, ça doit m'alerter. Je dois regarder en amont pour voir si dans le processus, il n'y a pas quelque chose à améliorer. Alors que la limite haute, c'est aussi une alerte, mais c'est pour vous dire, attention, l'équipe, elle va être en surcharge et clairement, il y a quelque chose à ne pas dépasser et à améliorer. Peut-être que, je ne sais pas, moi, on n'a pas correctement vérifié les prérequis, peut-être qu'on en a trop pris, peut-être qu'il y en a en attente. Bref, il y a des choses à réorganiser au niveau de la gestion de vos produits. On les a fixés par étapes, mais sachez que on peut aussi les fixer par groupement d'étapes. Si on zoome et qu'on se focalise uniquement sur la fourniture de pioches, parce qu'on voit bien qu'il y a quand même deux flux, pioches et planches renforcées d'un côté. Si on zoome là-dessus, on peut se dire qu'on a quelqu'un dans l'équipe qui a une double expertise. Allez, par exemple, dev et test. Ici, on peut avoir quelqu'un qui sait à la fois travailler en forge et en atelier. Donc, on va le partager. On aimerait bien le faire figurer. On aimerait bien qu'il y ait une alerte qui dise attention, si on prend plus de temps de choses, on risque non seulement de noyer l'équipe, mais en plus, on risque cet expert-là de complètement le mettre à plat. Donc, on pourrait très bien vouloir, pour cette raison, indiquer une limite haute sur les 2 étapes. Donc ça existe aussi et ça peut être très utile. On peut aussi, et c'est pour ça que j'aime bien ce cas d'usage, on peut aussi indiquer une limite haute sur la même étape, en l'occurrence la forge, mais de 2 produits différents. Ça, c'est typiquement quand vous avez un expert transverse qui ne peut pas forcément être dédié à une équipe et qui doit intervenir sur plusieurs équipes. Même si, encore une fois, ça, il faut le dérisquer. Mais on peut vouloir le formaliser. Et dans ce cas-là, on indique ça sur notre work limit haute sur les 2 étapes de 2 produits différents. C'est bon pour vous? Est-ce que je vous ai au moins donné envie de jouer à Factoryton? Si je reviens maintenant, alors je vais sauvegarder parce que ça a été un formidable moment passé sur ce jeu. Si je reviens maintenant sur ce qui nous préoccupe, nous, dans nos vies de dev, on est bon au niveau temps? 7 minutes. OK, ça va le faire. Après, c'est le repas. Oui, mais je sais qu'on a faim. Faim et soif. Ce qu'on a dit, ça, c'était pour être sûr que si la démo ne fonctionnait pas, vous auriez au moins un truc écrit et vous aurez du coup tout dans les slides après. Rapprochez un maximum vos équipes de réalisation de vos utilisateurs finaux. Essayez d'automatiser ce qui est automatisable. Je ne dis pas que la fin en soi, c'est de tout automatiser. Je dis de mettre l'effort sur les étapes qui peuvent l'être, OK, et qui vous font gagner du temps et de la fluidité et aussi décharger mentalement les équipes. Essayez de spécialiser les produits quand ça a son intérêt. Il y a des fois, on est obligé d'être sur 2 périmètres parce que 2 petits produits, parce que ça dépend vraiment. C'est jamais Disney, hein, l'entreprise. Mais essayez un maximum de définir votre organisation d'équipe par rapport aux produits que vous fournissez. Dérisquez un maximum les dépendances externes et ensuite seulement jouer avec les différentes limites et observer ce que ça fait. Et ça peut être très utile et ça peut sauver des équipes. Un truc dont je n'ai pas parlé, on le voit peut-être un petit peu après, voilà. Pour ceux qui fonctionnent avec un Kanban, donc ça peut être ceux qui ont un modèle Kanban, ceux aussi qui font du Scrum, généralement, vous avez aussi un management visuel. Vous pouvez tout à fait, tous les outils le proposent à partir du moment où vous êtes admin. Vous pouvez vous-même fixer les limites dont on a parlé. Et ça vous protège en tant qu'équipe. Parce que ce n'est pas vous qui dites non, on est en surcharge, on ne peut plus en prendre. C'est l'outil qui dit alerte automatique, là, vous êtes sous l'eau.
Donc, en fait, même vos demandeurs qui normalement ont accès aussi à vos boards, d'eux-mêmes se rendent bien compte visuellement que vous êtes sous l'eau et normalement ne vous rechargent pas. Donc là, c'est l'exemple de la limite par étape du flux. Je vous ai remis l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, la limite par groupement d'étapes du flux, qui est tout à fait possible. Là, typiquement, dans celui du dessous, là, où on est à 2 pour le développement et le test, clairement, l'alerte, elle aurait dû être déclenchée avant de pouvoir remettre quelque chose en cours. D'accord ? On a parlé aussi de limite par groupement de la même étape de flux, ce qui est encore une façon de faire différente, mais qui est tout à fait possible aussi. À vous de voir si ça vous est utile ou pas. Et puis, la fameuse limite basse, qui est un peu moins facile à appréhender, mais que je vous conseille quand même de tester, qui est ce fameux appel à travail et qui indique quand il n'y a pas assez de choses en cours. Voilà. On a parlé adaptation aux besoins à la demande, on a parlé d'amélioration des process, on est passé pour ça par le fameux value stream mapping. C'est un super exercice. C'est là que vous découvrez que même si vous annoncez à quelqu'un qui intervient ponctuellement dans votre équipe, mais oui, on fait tous pareil. Ah bon, c'est écrit où ? Bah, dans nos têtes. Et que vous faites cet atelier-là et que vous découvrez qu'en fin de compte, ils ne font pas du tout la même chose, c'est très précieux pour aligner les pratiques des équipes aussi. Ensuite, on a parlé solutions. Et c'est des solutions possibles, encore une fois, libre à vous d'en imaginer d'autres. C'est peut-être aussi des solutions qui sont ponctuellement valides, mais qui ne sont pas pérennes dans le temps. Donc ça, c'est important de refaire assez régulièrement l'exercice. On a parlé collaboration, je ne sais pas si je vais arriver à le dire, multidisciplinarité. Et seulement après, on a parlé de work in progress. Bon, ça, je vous le mets, c'est pour vous, value stream mapping, prenez le temps de la faire. Et pour conclure, et pour être à l'heure, ce que je vous ai dit, et je vous le redis, les VIP Limit ne sont qu'un des outils d'optimisation du flux. Et c'est clairement pas le premier à mettre en place parce que sinon, vous allez en être dégoûté parce que vous n'allez pas le trouver utile. Donc, prenez bien le temps de faire les choses dans l'ordre. C'est positionnable sur toute ou partie des étapes, sur une ou un ensemble d'étapes. Et il n'y a pas de formule magique. Désolée pour ceux qui étaient venus chercher la formule de calcul. Voilà. C'est le principe de l'empirisme. On fixe quelque chose, on essaye, on observe, on prend le temps d'observer. Après, j'ai des trucs et astuces si vous voulez négocier un temps d'observation avec vos managers. Et on règle. Et spoiler alerte, quelque chose qui va très très bien fonctionner dans les 3 prochaines semaines ne fonctionnera peut-être plus autant dans 6 mois. Et il faudra de nouveau, pour vous servir, vous l'équipe et l'utilisateur, refaire l'exercice. Pour aller plus loin, moi, je me suis basée essentiellement sur 2 bouquins. Alors, il y en a un qui est plus facile que l'autre à appréhender. C'est celui qui est à votre gauche. C'est notamment Pablo Perno qui a écrit ça. Alors, il n'y a pas énormément de pages dédiées à la VSM et au Work in Progress, mais en fait, il est surtout super utile sur l'exemple qu'il prend et qui est très, très facile à appréhender. L'autre est en anglais, donc c'est pour ça. Par contre, c'est une mine d'exercices et de mise en situation. Donc, si vous avez, on a toujours des situations particulières, bon, plongez là-dedans et peut-être que vous trouverez justement quelque chose un peu similaire pour vous aider à régler la situation. Et puis, un peu d'autopromo. Il y a un super meet-up qui se passe à Tours qui s'appelle Tours Agile et DevOps Experience avec Stéphane ici présent. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, proposez des petits sujets. C'est Olivier Jacques qui, à l'époque du confinement, était venu nous parler de comment réaliser un VSM à distance. C'est passionnant. Et en fait, moi, j'ai compris la VSM comme ça parce qu'il prend l'exemple d'aller acheter une pâtisserie en boulangerie. Forcément, ça m'a parlé. Donc voilà. Et moi, Stéphanie, je suis red dingue de VSM et de Work in Progress et d'optimisation de process. Donc, je vous remercie. J'espère que ça vous a parlé. Nous, Webseed, on recrute au national et international. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir aussi avec Yann Thomas. Et puis, des petits feedbacks, c'est pas de refus. Merci encore et bon appétit. Est-ce qu'il y a des questions quand même? Sinon, je suis encore là cet après-midi et demain. Donc, n'hésitez pas.
Oui. Alors, c'est facile d'optimiser, enfin d'automatiser des choses qui sont très ressemblantes, très similaires. C'est un peu plus compliqué quand elles sont complexes, quand on est dans l'environnement complexe. Et est-ce qu'il y a des trucs et astuces pour qu'elles se ressemblent? Ça dépend. Parce que, réponse politique, en fait, ça va dépendre beaucoup. Il ne faut pas trop simplifier les choses. Comment l'expliquer? Il faut que tes étapes aient une réelle valeur ajoutée pour ton produit. Donc, il faut faire attention à ne pas justement sursimplifier les choses et garder l'expertise et la valeur ajoutée. Pourquoi je dis ça? C'est que la plupart du temps, est-ce que tu as un exemple de personnel? Ah, d'accord. Yes. Yes, effectivement, les demandes qui sont plutôt fonctionnelles peuvent être très, très variées et donc la réponse technique n'est pas forcément la même en termes de tâches. C'est là où la VSM, elle est super intéressante et c'est là où comment vous découpez les tâches l'est aussi. Typiquement, un truc bateau, expression du besoin, analyse, conception, dev, test, documentation, formation, pré-prod, tir de perf, production. Et c'est là où vous allez voir justement comment optimiser. L'optimisation, elle n'est pas tant dans la tâche type US ou sous-tâche, pour que ça parle à un maximum de monde. Ça va plutôt être dans l'étape. Tu n'auras jamais le même temps de dev pour telle ou telle demande. Par contre, à l'intérieur, je vais peut-être dire des bêtises, mais tu auras le même temps de paramétrage de ton IDE, d'importation de tes différentes libs. Je ne sais pas ce qu'on peut prendre encore comme exemple, mais ton temps de dev, lui, va varier. Mais en fin de compte, tout ce que tu vas pouvoir automatiser autour, qui n'est pas en fait dans ton cerveau de toi dev, ça tu peux pas le simplifier, ça tu vas pouvoir avoir un impact. Le but, c'est pas forcément de faire du travail à la chaîne et de vraiment faire des étapes basiques. Encore une fois, conserver votre expertise et votre complexité. C'est juste d'optimiser les choses qui se passent dans le schéma. Ce qui est important, c'est pas seulement les étapes, c'est aussi les flèches entre les étapes. Ça, c'est généralement automatisable. Est-ce que des gens connaissent des outils comme EasyVista, Jira, enfin tous les outils de ticketing, voilà. Et des fois, vous le remplacez juste, enfin, vous le doublez juste par un petit coucou dans le bureau en disant tu as vu la demande. Oh, ce temps-là, il descend et ça va beaucoup plus vite. Bon, blague à part, c'est des choses qui ne sont pas forcément à automatiser en tâches super simples, sinon tu vas en dégoûter tes équipes de dev aussi. Il n'y aura plus d'intérêt, de motivation forcément à venir là. Mais voilà, je ne sais pas si je l'ai répondu bien. Ou à côté, c'est bon? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des gens qui ont faim? Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et puis à tout à l'heure.